Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Nous avons discuté à plusieurs reprises dans cette émission des relations solides qui lient le Maroc et les États-Unis sur les plans diplomatiques et politiques. Nous sommes dans une alliance qui dure depuis plus de 2 siècles. Sur le volet économique, les États-Unis et le Maroc sont des alliés importants. Ils coopèrent également, tant au niveau bilatéral que multilatéral, sur plusieurs questions comme la lutte contre le terrorisme, la sécurité des frontières, les changements climatiques, l'environnement ou les conflits régionaux, tels que la crise en Libye et le conflit israélo-palestinien. Mais il y a un autre aspect majeur de cette alliance entre les deux pays. Il concerne le domaine militaire. Le Royaume est le premier importateur africain d'armes en provenance des États-Unis. Les équipements militaires fournis au Maroc comprennent des chasseurs F-16, des avions cargo C-130, des hélicoptères d'attaque, des frégates, des véhicules militaires blindés et des munitions. Au début du mois, la marine américaine a participé au Lightning Handshake, un exercice naval conjoint avec la marine royale marocaine et les forces royalaires. Cet exercice militaire d'ampleur de Lightning Handshake a connu la participation de la frégate de la marine royale marocaine Tariq Ibn Ziyad, du centre opérationnel de la marine américaine, du centre des opérations aériennes des forces royalaires, des hélicoptères Panther, également des avions de combat F-16 et F-5. Du côté américain, l'exercice a connu la participation du porte-avions Dwight Eisenhower, épaulé par 3 escadrons de chasse et 22 navires, comprenant plusieurs contre-torpilleurs équipés de missiles guidés. In today's show, we're going to talk about what happens during these kinds of exercises and why they're important. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons comment se déroulent ces exercices militaires et pourquoi ils sont si importants. En première partie, nous écouterons les analyses de notre correspondante Adèle Nazarian et de nos 2 chroniqueurs. Puis nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir un invité distingué. Si vous suivez cette émission, vous le connaissez peut-être. Nous l'avons déjà reçu sur ce plateau. Mais avant de le retrouver, je vais donc céder la parole à notre correspondante Adèle Nazarian. Adèle, que pouvez-vous nous dire de cet exercice militaire de Lightning Handshake, qu'on pourrait traduire en français poignée de main éclair? Merci beaucoup, Adam. Comme vous le savez, depuis plus de 2 siècles, les relations maroco-américaines ne cessent de s'améliorer et l'exercice militaire de Lightning Handshake vient confirmer cette constante croissance. Il s'agit en fait de manœuvres militaires entre le groupe aéronaval américain, la marine royale marocaine et les forces royalaires. Pour le contre-amiral Scott Robertson, commandant du 2e groupe aéronaval, il a salué l'initiative en déclarant, je cite, « Des exercices tels que Lightning Handshake renforcent les fondements de notre interopérabilité et le soutien continu de notre engagement à long terme en faveur de la sécurité dans la région. » Fin de citation. Alors, ces exercices constituent un appui à la sécurité dans la région et pour tous les participants et bien évidemment, des manœuvres similaires entre le Maroc, la France et les États-Unis renforceront sans aucun doute la sécurité dans la région. Retour à vous, Adam. Merci Adèle pour ces éclaircissements. JD, vous avez travaillé dans la marine militaire américaine et également au Pentagone à Washington, D.C. En tant qu'ancien marin, pouvez-vous nous dire ce qu'on ressent lors de tels exercices? Certainement, Adam. En fait, il est d'une importance cruciale pour la marine et les forces armées américaines de mener des exercices militaires comme celui-ci avec nos alliés et nos partenaires. Au début de ma carrière, il y a près de 30 ans, j'ai participé à un important débarquement en mer avec les Marocains. J'ai fait partie de l'US Navy. Nous étions environ 300 militaires de la marine américaine et marocaine au bord du navire militaire et nous avons débarqué les soldats de la marine marocaine afin de mener une opération militaire amphibie pour soutenir l'infanterie de la marine américaine. Ainsi, le fait que les éléments de la marine américaine puissent collaborer avec leurs homologues marocains signifie beaucoup, car lors
d'une guerre, nous pourrons mener des opérations bilatérales. Et nous avons certainement vu les preuves du succès lorsque le Maroc a envoyé des chasseurs F-16 pour combattre Daesh en Syrie et en Irak en 2014 et en 2015. De ce fait, des manœuvres militaires conjointes comme celle-ci créent une énorme différence en cas d'un besoin d'une opération militaire dans laquelle le Maroc peut nous aider à vaincre Daesh. Oui, c'est intéressant. George, George, la coopération militaire américaine avec des pays alliés comme le Maroc revêt aussi une importance politique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il s'agit plus que de simples exercices conjoints? Quelle est leur portée sur le plan stratégique et diplomatique pour vous, pour les membres du Congrès et pour les acteurs politiques américains en général? I think one of the first things we have to recognize is that Je pense que l'une des choses que nous devons reconnaître, en plus de ce que J.D. Gordon a dit, c'est d'aider les forces concernées à renforcer leur capacité d'action et de coopération. Et je pense que ces exercices envoient un message au reste du monde. Il s'agit d'un message stipulant que les forces sont prêtes au combat afin de défendre les peuples et de faire face aux facteurs et forces de déstabilisation, que ce soit l'Iran ou d'autres. De ce fait, le monde doit se rendre compte que nous sommes unis et prêts à faire front. Cela a un effet dissuasif énorme et j'espère que ces exercices militaires réduiront l'éventualité de déployer ces forces pour des opérations de combat parce que, comme disait le président George Washington, le meilleur moyen de préserver la paix, c'est d'être prêt à la guerre. C'est pourquoi ces exercices sont publics et non pas secrètes. Ces opérations militaires conjointes visent plutôt à faire comprendre au monde que nous sommes unis et prêts ensemble à relever les défis. J.D., parlons un peu maintenant de la question de la dissuasion. Les gens voient parfois ces exercices comme une sorte de provocation et les interprètent comme des démonstrations de force et d'intimidation de la part des États-Unis. Est-ce vraiment le problème? Croyez-vous qu'on a le droit d'accuser les États-Unis et le Maroc de faire de la provocation à travers de tels exercices conjoints? Non, absolument pas. Je dis toujours qu'il existe un partenariat fort et solide entre les États-Unis et le Maroc pour la liberté. De plus, je pense qu'il est important que les USA collaborent avec les pays importants, non membres de l'OTAN comme le Maroc, car la faiblesse en général peut encourager les attaques des autres, tandis que si nous devenons forts ensemble, ceci va réduire les risques de telles attaques. Par conséquent, les États-Unis ont des partenaires comme le Maroc dans toutes les régions du monde, car il est important de collaborer ensemble et de mener des exercices militaires conjoints pour prévenir les attaques contre nous. Nous avons vraiment montré que nous sommes forts, unis et que nous luttons pour la liberté. George, lors de la préparation de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose que je ne savais absolument pas. C'est que le Maroc est le premier importateur d'armes américaines en Afrique. En quoi est-ce important d'avoir un allié fort et solide comme le Maroc qui investit ainsi dans ses relations avec l'Amérique? Bon, je pense qu'il s'agit d'une question très importante. Quand vous parlez au sein du Congrès des systèmes et des équipements militaires, qu'il s'agisse de F-15 ou F-16, vous parlez souvent de création d'emplois, ce qui est important pour les membres du Congrès, car il s'agit là des recettes et des revenus de l'État. Donc un tel investissement marocain demeure très important et envoie un message au Congrès, car parfois les Américains regardent autour d'eux et disent que nous dépensons beaucoup pour protéger ce monde. Mais l'exemple du Maroc montre que nous avons des amis à travers le monde qui veulent investir aux États-Unis et que la relation n'est pas à sens unique, mais plutôt à un effort collectif. Et je pense que c'est un message très important. Chers téléspectateurs, avant de faire une courte pause, je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Il sera avec nous dans quelques minutes. C'est un amiral américain retraité
qui a commandé un porte-avions et un groupe de contre-torpilleurs au Moyen-Orient. De plus, il a participé et supervisé des dizaines d'exercices tels que Lightning Handshake. Il s'agit de l'amiral John Miller. Il est diplômé de l'Académie navale d'Annapolis. Il a travaillé dans les rangs de l'US Navy pendant plus de 30 ans. Il a occupé le poste de chef d'état-major de la marine des forces centrales américaines et commandant de la 5e flotte au Bahreïn. Il a aussi été chef d'état-major du commandement central américain et commandant du porte-avions John Kennedy, ainsi que du 11e escadron de destroyers. Aujourd'hui, l'amiral Miller est le PDG de Fawzi Miller Group, un cabinet de conseil en sécurité maritime. Il est aussi chercheur associé à l'Institut international des études stratégiques et membre de l'Atlantic Council. John, bienvenue sur le plateau de l'émission Avec le Maroc depuis Washington. Pour ma première question, permettez-moi de citer le contre-amiral Scott Robertson qui a commandé l'exercice Lightning Handshake. Je pense que vous le connaissez bien. Il a commenté cet exercice en disant ce qui suit, je le cite. Ces exercices sont la base de l'amélioration de notre interopérabilité, de notre soutien continu et de notre engagement de longue date en faveur de la sécurité dans la région. Fin de citation. Alors, pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce que cela signifie? Qu'est-ce que l'interopérabilité et comment contribue-t-elle à la sécurité régionale? Je vous laisse réfléchir le temps d'une petite pause. Restez avec nous. Nous voilà donc de retour pour la suite de votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous discutons de la coopération militaire américano-marocaine et des derniers exercices navals et aériens entre nos deux pays. Dans cette seconde partie, nous accueillons l'amiral John Miller qui a eu à diriger des manœuvres semblables au cours de sa carrière. John, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'interopérabilité et comment cela contribue à la sécurité régionale? À mon avis, il y a en réalité trois aspects quant à la possibilité de collaborer ensemble, que ce soit par le biais d'une force conjointe ou avec la coopération de forces de différents pays, comme vous en parlez. Le premier aspect de cette collaboration réside dans les équipements militaires et le fait que le Maroc soit le premier importateur d'armes américaines en Afrique nous donne l'opportunité de pouvoir collaborer ensemble. Le Royaume utilise des chasseurs F-16, des hélicoptères de guerre américains, des avions de chasse F-5 et des avions cargo C-130. Ainsi, l'équipement est partagé entre les deux partenaires, chose qui permet de dialoguer et de partager une vision et participer à des opérations communes, mais également d'avoir une idée commune sur ce qui se passe dans les exercices militaires et identifier les parties amies et les parties ennemies. Le deuxième aspect de la possibilité de collaborer ensemble est la tactique, les techniques et les opérations réelles qui sont organisées sous la forme d'exercices qui sont affinés et améliorés, offrant la possibilité de devenir des partenaires prêts en cas de situation nécessitant une opération militaire après avoir participé à une formation conjointe sur les tactiques, les techniques et les opérations. Quant au troisième et dernier aspect, il concerne les individus. Comme l'a dit JD, il y a eu dans le passé plusieurs exercices durant lesquels plusieurs centaines d'éléments de la marine royale marocaine étaient à bord de navires de guerre. Ceux-ci n'oublieront pas cette expérience et leurs collègues américains ne l'oublieront pas non plus. Cet aspect est lié à la construction de relations personnelles pendant les exercices en temps de paix et si le besoin se fait sentir d'entrer dans une guerre, vous saurez qui combattra avec vous et comment vous combattrez avec lui. George, pourriez-vous nous expliquer la portée stratégique de ces exercices vis-à-vis du Maroc en particulier? Que fournissent les forces de la marine royale marocaine et de l'armée de l'air à ces exercices? Et comment notre travail conjoint
renforce-t-il notre stratégie commune dans cette région? Les États-Unis ont combattu côte à côte avec des forces alliées pendant des décennies. Cela remonte à l'époque de la Révolution américaine, lorsque la marine française a aidé les forces américaines à remporter la victoire pendant la guerre de l'indépendance. Par conséquent, les États-Unis savent que si un conflit armé survient, ou si nous voulons l'éviter avant qu'il ne se produise, la présence de partenaires comme des alliés avec lesquels nous menons des opérations, quel que soit le champ de bataille, nous apprenons d'eux et ils apprennent de nous. Tout cela envoie un message clair à tout le monde dans la région. La région de la Méditerranée occidentale est devenue une partie vitale de l'océan dans le cadre de ce que nous considérons comme des scénarios d'équilibre, tout comme l'Atlantique Nord, car l'activité des sous-marins russes est devenue bien plus importante qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Ainsi, la présence d'une force comme les forces marocaines au sein d'une coalition à laquelle on peut participer offre la possibilité de contribuer avec des bâtiments de guerre, des avions et du personnel. Tout cela rend la force américaine plus performante et avec une force de dissuasion plus efficace. Pouvez-vous nous parler un peu de la Méditerranée occidentale et du nord-est de l'Atlantique que vous avez évoqué? Vous faisiez référence à l'activité des sous-marins russes. Quelles sont les menaces auxquelles nous sommes confrontés en matière de sécurité maritime dans cette région? Et comment sommes-nous préparés pour y faire face? Quels sont les scénarios de défense? À la fin de la guerre froide, les Russes avaient déserté la Méditerranée. Mais durant les 15 premières années de mon service dans la marine américaine, ou plutôt mes 20 premières années, la Méditerranée était une zone de concurrence maritime. Traditionnellement, la présence des États-Unis en Méditerranée se manifestait par des porte-avions et d'un groupe de navires de combat, tandis que la présence des Russes était représentée par des navires de guerre en plus de sous-marins. Cela faisait partie de la guerre froide et à la fin de cette guerre, les Russes se sont éloignés de la Méditerranée, mais au cours des 10 dernières années, ils ont lancé un programme ambitieux de construction de sous-marins. Leur désir de les déployer s'est accru à l'est et au nord de l'océan Atlantique en traversant la mer Méditerranée. Vous vous souvenez peut-être qu'ils ont mené des attaques en Syrie il y a des années pour soutenir leurs forces déployées dans ce pays. Ces attaques ont été menées par des sous-marins russes en mer Noire. Donc, l'existence d'un pays qui occupe une telle position stratégique comme le Maroc et qu'il devienne un partenaire des États-Unis dans le cadre de leurs activités de dissuasion devient une question très importante. Il y a un autre point important. Nous n'assistons pas actuellement à un énorme problème d'immigration comme celui dont nous avons été témoins en 2015. C'était un vrai problème pour la marine de l'OTAN et c'est aussi devenu un problème pour la marine marocaine. Par conséquent, la marine marocaine a intensifié ses activités en augmentant le nombre de patrouilleurs rapides et en installant des systèmes radars sur les côtes pour surveiller les activités d'immigration. C'est ce qui a aidé à fermer les points d'immigration du Maroc vers l'Espagne et c'est pourquoi le Royaume a toujours été un partenaire très important. Merci, vous nous avez rappelé le rôle crucial du Maroc. Cela nous amène à la question suivante. D'après votre expérience en matière de collaboration avec des alliés au Moyen-Orient, au Maroc et en Afrique du Nord, quelle est votre estimation des capacités de défense marocaines? Vous avez travaillé avec la marine royale marocaine et les forces Royal Air. Quelles sont vos impressions? Quels bénéfices l'Amérique peut-elle en tirer?
Le Maroc dispose d'une force armée très professionnelle et c'est un pays qui veut et qui est capable la plupart du temps de collaborer avec les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis. Il s'agit en fait d'une chose très importante et nous unissons nos efforts et planifions avec nos alliés comment nous allons procéder à la dissuasion et assurer la communication par les canaux appropriés et faire en sorte que l'important détroit de Gibraltar reste ouvert à la navigation commerciale et militaire. Comme ça, lorsque le Royaume du Maroc contribue à cet effort, et d'ailleurs ses forces sont très professionnelles, cela constitue une valeur ajoutée importante pour les États-Unis. De plus, le Maroc participe également à des programmes éducatifs à travers le Naval War College, qui accueille des officiers des forces armées royales du Maroc de tous les niveaux, à commencer par les gradés d'une seule étoile et plus. En fait, le Royaume du Maroc envoie généralement un officier du commandement de la Marine royale marocaine aux USA. Cela fournit non seulement au Maroc, mais au continent africain, l'occasion d'être présent au niveau du dialogue et de l'expérience. De ce fait, le Maroc s'est engagé à tous les niveaux en vue de disposer d'une armée professionnelle, et c'est comme ça qu'il est devenu un partenaire de valeur. L'essentiel de vos activités portait sur la prévention des crises, n'est-ce pas? Comme vous l'avez mentionné, vos activités ciblaient le service et l'éducation de la société. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point? J'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble au Bahreïn. Mais je pense que les militaires sont en fait des diplomates parce qu'ils se portent volontaires pour servir leur pays et le mieux qu'ils puissent faire pour réaliser cet objectif est justement d'éviter d'entrer en guerre. C'est pourquoi les États-Unis ont déployé des unités et établi des bases militaires en Europe et en Asie pour assurer le déploiement de forces qui démontrent notre engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité dans ces parties du monde. Nous donnons à nos soldats, au personnel de la marine et aux équipages de l'aviation la liberté de profiter des cultures des pays dans lesquels ils travaillent, ainsi que de montrer aux citoyens de ces pays ce qu'est d'être américain. J'estime que c'est essentiel pour instaurer la confiance, car il n'y a rien de plus important que l'interaction personnelle avec les autres pour renforcer la confiance dont vous avez besoin pour être efficace. Que ce soit en tant que force de dissuasion ou en tant que force de combat, si le besoin s'en fait sentir. JD, j'aimerais que vous nous parliez de l'aspect personnel de l'action militaire et de ce que cela signifie lorsque vous traitez avec des forces alliées, comme c'est le cas avec le Maroc. Quant à vous, George, je voudrais que vous nous expliquiez comment l'Amérique pourrait être une grande puissance sans avoir de solides alliés. Cela signifie beaucoup en termes de relations personnelles. Ce sont des personnes avec lesquelles vous pouvez parfois travailler pendant des décennies sur le plan personnel. Le commandant de l'US Dwight Eisenhower, Scott Robertson, était un de mes camarades de classe, ça fait 30 ans, en Académie navale d'Annapolis, des États-Unis. Aujourd'hui, il travaille avec des homologues marocains, tout comme je travaille avec eux il y a près de 30 ans. C'est un petit monde dans lequel les gens ont tendance à travailler avec leur père pendant des décennies. George? Je pense que pour être une grande puissance, vous devez établir des relations dont vous pourriez peut-être vous passer pour un week-end. Mais à long terme, si vous voulez vivre dans un monde qui profite de la liberté et de la stabilité, vous devez vraiment établir ces relations. Par conséquent, les forces armées américaines ne se concentrent pas sur les guerres, mais plutôt sur les moyens de les éviter, afin que les relations avec les autres pays deviennent très importantes. Chers téléspectateurs, des exercices tels que Lightning Handshake sont un acquis pour tous ceux qui y participent, car c'est l'opportunité de nouer des relations nécessaires pour nos intérêts communs. De tels exercices envoient aussi des messages forts à nos ennemis. Je tiens à remercier JD, George et Adel. Merci à vous, Amiral John Miller, pour vos services et pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à vous tous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt.